Bien avant que les humains modernes n'apparaissent, différentes espèces du genre Homo et d'autres hominidés étroitement liés ont surgi, se sont adaptés et ont disparu dans des environnements où une infection mineure, un prédateur opportuniste ou un bref conflit pouvaient mettre fin à une vie sans laisser aucune opportunité de réagir. Durant des millions d'années, ces morts sont restées inexpliquées, enterrées aux côtés des corps qui les ont subies. Certaines de ces morts ont été particulièrement dures. Depuis tomber proie d'un grand oiseau jusqu'à être consommé par d'autres membres de son propre groupe, la fin pouvait arriver de formes extrêmes et terrifiantes. Dans un monde sans protection ni contrôle réel sur l'environnement, n'importe quelle circonstance était suffisante pour convertir un corps en le point le plus fragile du système. Quel fut le destin le plus terrifiant qu'un individu pouvait affronter dans la préhistoire? Homo heidelbergensis, le premier meurtre prouvé dans l'histoire humaine. Durant des millions d'années, la vie humaine s'est développée dans un environnement où la douleur n'était pas une exception, mais une condition constante. Les espèces qui faisaient partie du genre Homo sont apparues, ont survécu durant un temps et finalement ont disparu, laissant derrière des traces fragmentées de comment elles ont vécu et, dans certains cas exceptionnels, de comment elles sont mortes. Entre tous ces restes, l'un se distingue au-dessus du reste parce qu'il ne montre pas seulement une mort violente, mais qu'il permet aussi l'identification, avec un niveau de détail inhabituellement haut, d'un acte de violence intentionnelle qui est survenu des centaines de milliers d'années avant l'existence des humains modernes. L'individu auquel appartenait ce crâne a vécu il y a environ 430 000 ans. Il n'était ni Homo sapiens, ni un néandertalien. Il appartenait à une forme humaine archaïque, connue comme Homo heidelbergensis, un groupe qui a habité l'Europe durant le Pléistocène moyen. Son histoire ne se connaît pas à travers des objets personnels ou des récits, mais à travers un unique témoin silencieux, sa tête, préservée durant presque un demi-million d'années au fond d'une cavité naturelle. Le crâne a été trouvé dans une grotte, située dans l'actuelle Espagne, dans une zone profonde connue comme la Cima de los Huesos. Là, les chercheurs ont découvert des milliers de restes osseux appartenant à différents individus du même groupe humain. Entre tout cela, ce crâne a attiré immédiatement l'attention parce qu'il présentait deux lésions très spécifiques. Ce n'étaient pas des fractures dispersées, ni des dommages causés par le passage du temps. C'étaient deux perforations claires, presque identiques entre elles, situées dans la région frontale gauche. Dès le début, les scientifiques ont compris que ces blessures n'étaient pas compatibles avec une mort naturelle. La forme, la taille et l'emplacement des orifices indiquaient que le dommage avait affecté directement le cerveau. Le type de lésion observée aurait causé une perte immédiate de connaissance et une mort très rapide, ou au moins un effondrement fatal en question de minutes. La question centrale n'était pas si ces blessures avaient causé la mort, mais ce qui les avait produites. La première hypothèse considérée fut celle d'un accident. Les grottes présentent des terrains accidentés, des surfaces irrégulières et des zones où une chute peut être létale. On a considéré la possibilité que l'individu ait glissé et qu'une roche tranchante ait perforé son crâne durant la chute. Cependant, cette explication a commencé à perdre de la force quand a été analysé le patron exact des lésions. Un accident de ce type produirait difficilement deux impacts presque identiques, avec la même forme et orientation, dans une zone si spécifique du crâne. La deuxième possibilité évaluée fut celle d'une attaque animale. Dans d'autres gisements ont été identifiées des marques claires de morsures, griffes ou crocs. Dans ce cas, cependant, les blessures ne coïncidaient avec aucun type de dommage produit par des prédateurs connus de l'époque. Il n'y avait pas d'animaux dans cette région capables de générer deux perforations si propres et symétriques en une seule attaque. Une fois écartées ces options, les chercheurs se sont concentrés sur une troisième explication, inconfortable mais cohérente avec les preuves, la violence exercée par un autre être humain. Les lésions observées coïncidaient avec des traumatismes produits par des outils durs, similaires à ceux générés par des coups avec des instruments en pierre. L'analyse comparative avec des cas modernes de violence avec des objets contondants a montré un patron presque identique. Tout indiquait que l'individu avait été frappé délibérément à la tête, au moins 2 fois, avec le même objet. À partir de ce moment, l'analyse est allée au-delà de la description purement anatomique et est entrée dans le champ médico-légal. Le crâne, identifié comme le spécimen connu comme cranium 17, conservait un niveau exceptionnel d'intégrité qui permettait d'examiner non seulement la présence des lésions, mais aussi leur forme exacte,
leur contour et la direction dans laquelle elles se sont produites. Les chercheurs ont appliqué des techniques de la médecine légale moderne adaptées à l'étude de restes fossiles. Chaque bord de fracture a été analysé en détail. La morphologie de l'os a révélé que les ruptures se sont produites alors que celui-ci conservait encore de l'élasticité, ce qui indique que les impacts sont survenus au moment de la mort ou très peu avant. Ce ne furent pas des dommages causés par la pression du sédiment, ni par des processus géologiques postérieurs. L'étude des trajectoires a apporté une donnée décisive. Bien que les deux perforations fussent très similaires entre elles, elles ne suivaient pas exactement le même angle d'entrée. Cette différence indiquait qu'il ne s'agissait pas d'un unique coup causant une double fracture, mais de deux impacts indépendants réalisés avec le même objet depuis des positions légèrement différentes. Ce patron écartait la possibilité d'un rebond accidentel ou d'un effondrement secondaire du crâne après un unique impact, et rendait physiquement très peu probable que les lésions se fussent produites durant une chute par le puits vertical de la grotte. De plus, la surface interne de l'os a renforcé encore plus cette interprétation. Les lignes de propagation de la fracture vers l'intérieur du crâne montraient un patron cohérent avec des coups dirigés, concentrés et répétés, non avec des impacts aléatoires. La zone affectée se trouve juste au-dessus de l'orbite gauche, un point particulièrement vulnérable où un coup contondant peut causer la perte immédiate de connaissance. Aucun signe de régénération osseuse n'a été observé autour d'aucune des lésions. Ceci confirme que l'individu n'a pas survécu le temps suffisant pour que le corps initie un processus de guérison. Les coups furent létaux ou ont provoqué un effondrement irréversible dans un intervalle très court. La mort ne fut pas progressive ni retardée. Avec ces données, l'évidence permet de situer la mort au sein d'un épisode de violence interpersonnelle, attribuable à l'action délibérée d'un autre membre du groupe. Cette conclusion ne se base pas sur des interprétations culturelles ou symboliques, mais sur l'information physique enregistrée dans l'os, qui convertit le crâne en un témoignage exceptionnel sur la dynamique de l'attaque et sur l'existence de conflits létaux dans des populations humaines si anciennes. Cette trouvaille parle non seulement de la mort d'un individu, mais de l'existence de violences interpersonnelles organisées bien avant l'apparition de notre espèce. Elle démontre que les conflits entre humains ne sont pas un phénomène récent, mais une partie profonde et ancienne de notre histoire évolutive. Le plus frappant est que cet individu ne fut pas le seul dont les restes sont apparus dans la grotte. Dans la cima de Los Huesos ont été trouvés des milliers d'os appartenant au moins à 28 personnes différentes. Certains de ces restes montraient aussi des signes de traumatisme, bien qu'aucun ne soit si ancien ni si clair que ceux du crâne avec les deux perforations. Ceci a amené les chercheurs à proposer que le lieu n'était pas utilisé au hasard. La disposition des restes indiquait que les corps avaient été jetés de manière répétée au même endroit, un puits profond d'environ 13 mètres. Il n'y avait pas de signe d'entraînement par des animaux ni de dispersion naturelle. Les os n'étaient pas dispersés de forme chaotique par la grotte, mais concentrés dans une zone spécifique. Ceci suggère que les membres du groupe utilisèrent ce lieu intentionnellement pour déposer leurs morts indépendamment de la cause de la mort. Dans le cas de l'individu assassiné, son corps a été traité de la même forme que les autres. Après avoir reçu les coups qui ont fini avec sa vie, il a été jeté au puits avec d'autres corps. Il n'y a pas d'indice qu'il ait été exclu du groupe après sa mort, ni que l'on ait tenté de cacher le cadavre. Tout indique que, malgré la violence subie, il a continué à faire partie du groupe humain même après la mort. Les études réalisées sur d'autres restes de la grotte montrent que certains individus présentaient des pathologies graves. Ont été identifiées des personnes avec de sérieux problèmes de colonne et d'évidentes difficultés de mouvement. Ces individus n'auraient pas pu survivre par eux-mêmes dans un environnement si exigeant, ce qui indique qu'ils furent soignés par d'autres membres du groupe. Ce fait est important parce qu'il démontre que la violence coexistait avec des formes de coopération et de soutien mutuel. Le motif exact de l'assassinat ne pourra jamais être connu. Il n'y a pas de preuves qui indiquent s'il s'est agi d'une dispute pour des ressources, d'un conflit territorial ou d'un affrontement personnel. Les chercheurs peuvent seulement affirmer que la vie dans cet environnement était dure et que n'importe quelle tension pouvait dériver en violence physique. Ce que l'on sait, c'est que l'attaque fut directe, frontale et réalisée avec un objet dur qui a concentré toute sa force dans une zone vitale. L'arme utilisée n'a pas été trouvée. Dans le gisement est apparu seulement un outil en pierre, mais sa forme ne coïncide pas avec celle qui aurait produit les lésions observées. Il est possible que l'objet utilisé fût en bois,
pierre ou quelque autre matériel qui ne s'est pas conservé. L'absence de l'arme ajoute une autre couche d'incertitude à l'histoire, mais n'invalide pas la conclusion principale. Ce crâne est resté au fond de la grotte durant presque un demi-million d'années. Durant ce temps, les sédiments l'ont couvert, les processus géologiques l'ont préservé, et le passage du temps a effacé toute trace de ceux qui l'ont entouré en vie. Quand il a été récupéré et analysé, il a permis de reconstruire une scène de violence survenue dans un monde complètement différent du nôtre, mais dont les protagonistes étaient des êtres étonnamment proches de nous. Ce cas démontre que même dans les sociétés humaines les plus précoces existaient des conflits capables de se terminer en mort. Il montre aussi que ces groupes avaient des pratiques collectives pour traiter leurs morts et que la violence n'impliquait pas nécessairement une rupture totale des liens sociaux. L'individu assassiné n'a pas été abandonné ni consommé. Il a été déposé à côté des autres, dans un lieu que le groupe utilisait de forme récurrente. Ainsi, ce crâne ne représente pas seulement la mort violente la plus ancienne documentée, mais aussi une fenêtre directe sur la complexité de la vie humaine au Pléistocène moyen. Une histoire dans laquelle ont coexisté la coopération et l'agression, et dans laquelle un acte de violence a laissé une empreinte si claire qu'elle nous permet encore aujourd'hui de reconstruire, coup par coup, la fin d'une vie qui est survenue des centaines de milliers d'années avant qu'existe l'histoire écrite. Homo habilis, proie vulnérable au bord de l'eau. L'individu connu comme Ocet appartenait à l'espèce Homo habilis et a vécu en Afrique orientale il y a environ 1,8 million d'années, dans un environnement dominé par des lacs peu profonds, des zones marécageuses et des extensions ouvertes de savane interrompues par des taches dispersées de végétation. Ce n'était pas un paysage stable, mais une région sujette à des changements climatiques progressifs qui réduisaient la couverture arborée et obligeaient les groupes d'hominidés à se déplacer avec plus de fréquence entre les sources d'eau et les zones d'alimentation. Le corps de cet individu de Homo habilis était petit même pour les standards de son époque. Sa hauteur était d'un peu plus d'1 mètre et sa masse corporelle était basse, ce qui le rendait vulnérable à pratiquement n'importe quel prédateur de l'écosystème. Les membres supérieurs étaient longs en proportion du torse, tandis que les jambes étaient courtes et moins efficientes pour la course soutenue. Le crâne hébergeait un cerveau significativement plus petit que celui des humains modernes, avec des capacités cognitives suffisantes pour fabriquer des outils simples et s'organiser en groupe, mais insuffisantes pour anticiper des menaces complexes ou développer des stratégies défensives efficaces contre les grands carnivores. La survie quotidienne de ces groupes dépendait de la proximité de l'eau. La soif les obligeait à s'approcher régulièrement des lacs et des rivières, bien que ces lieux concentrassent les prédateurs les plus dangereux de l'environnement. Le registre fossile indique que la nécessité physiologique prévalait sur n'importe quelle possibilité d'évitement permanent. Il n'existait pas de moyens pour transporter ou stocker de l'eau, et les sources sûres étaient rares ou inexistantes. Dans ce contexte, Ocet se déplaçait aux côtés d'autres individus de sa même espèce en petits groupes. Ces regroupements offraient un certain avantage dans la détection précoce de menaces, mais ne garantissaient pas de protection contre des attaques rapides et accablantes. Les Homo habilis n'étaient pas des chasseurs dominants. Leur accès à la viande provenait principalement du charognage et des restes laissés par de grands carnivores, traités au moyen d'outils de pierre simple connus comme industries olduvaiennes. Ces outils permettèrent de couper des tissus et de briser des os pour extraire la moelle, mais n'étaient pas des armes capables de repousser un prédateur actif. Face à une attaque directe, la marge de réaction était minimale. L'anatomie de Homo habilis ne permettait pas une fuite rapide ni une résistance à la force physique. Les preuves fossiles récupérées dans la région d'Olduvai montrent que plusieurs individus de cette espèce furent victimes de prédation directe. En particulier, les restes identifiés comme OH8 et OH35 apportent des données claires sur le type de menaces auxquelles ils faisaient face. O7 est associé à ce même patron de mort documenté. Les restes osseux montrent des marques inconfondibles produites par des dents de crocodile. Dans l'un des cas, le membre inférieur gauche apparaît sectionné, avec des dommages cohérents avec une morsure puissante et profonde. L'amputation traumatique aurait provoqué une perte massive de sang, rendant impossible la survie prolongée. L'attaquant principal fut un crocodile géant appartenant à l'espèce Crocodilus anthropophagus, un reptile éteint qui atteignait des longueurs allant jusqu'à 7 mètres et dépassait de beaucoup la taille des crocodiles du Nil actuel.
Cette espèce fut décrite formellement en 2010 à partir de restes fossiles trouvés dans la même région et son nom reflète l'évidence directe de consommation d'hominidés. Les analyses dentaires et les marques laissées sur les os de Homo habilis indiquent que ces crocodiles ne se limitaient pas à s'alimenter de poissons ou d'autres animaux aquatiques. La morphologie des morsures et l'emplacement des dommages suggèrent des attaques dirigées vers des hominidés qui s'approchaient de la rive pour boire. Ce patron apparaît sur plus d'un individu, ce qui écarte un fait isolé. Dans le cas de Ossette, la morsure s'est concentrée sur la jambe, un point vulnérable durant l'approche de l'eau. La perte du membre n'a pas seulement frappé d'incapacité la capacité de mouvement de l'individu, mais l'a aussi exposé immédiatement à d'autres prédateurs terrestres. Dans un environnement chaud et marécageux, une blessure de ce type était, de fait, une sentence de mort même sans plus d'intervention. Cependant, les preuves osseuses montrent que l'attaque ne s'est pas terminée avec l'action du crocodile. Le crâne présente des sillons allongés et profonds dans la région postérieure, compatibles avec les marques laissées par un carnivore de la taille d'un léopard. Ces marques ne correspondent pas à un charognage aléatoire, mais à un patron d'attaque dirigé à la tête, une technique commune utilisée par les félins pour immobiliser leur proie. La coexistence de marques de crocodile et de félins chez un même individu indique une séquence de multiples événements de prédation. Ossette fut attaqué d'abord dans le milieu aquatique, a perdu la jambe et est resté incapable. Il fut alors atteint par un carnivore terrestre qui a attaqué la tête et a provoqué la mort finale. Aucune des lésions ne montre de signe de guérison, ce qui confirme que les deux attaques se sont produites dans un intervalle de temps très court. Ce type de mort ne reflète pas une coïncidence extrême, mais une dynamique écologique documentée. Dans les écosystèmes d'Afrique orientale durant le Pléistocène précoce, les points d'eau fonctionnaient comme des nœuds de concentration, tant pour les proies que pour les prédateurs. Les crocodiles exploitaient les nécessités physiologiques des hominidés, tandis que les félins profitaient des individus blessés ou isolés. La petite taille de Ossette et le manque de capacités défensives efficaces ont rendu impossible toute forme de résistance. Une fois frappé d'incapacité, l'individu fut réintégré dans la chaîne trophique de l'écosystème qu'il habitait. Le corps fut consommé partiellement ou totalement, et seuls se sont conservés des fragments osseux dans des conditions favorables pour la fossilisation. La découverte de ces restes ne documente pas seulement une mort violente, mais apporte aussi une information directe sur la position écologique de Homo habilis. Loin d'occuper le sommet de la chaîne trophique, ces hominidés occupaient une position intermédiaire, vulnérable tant sur terre que près de l'eau. Le cas de Ossette démontre que la prédation directe était une partie routinière de la vie et de la mort pour les premiers membres du genre Homo. Il ne s'agit pas d'une exception extrême, mais d'un exemple clair des pressions environnementales qui ont marqué la survie quotidienne de ces populations. Les preuves ne permettent pas de reconstruire des pensées, des réactions émotionnelles ou des comportements spécifiques au-delà de ce que montrent les os. Cependant, les marques préservées dans les fossiles sont suffisantes pour établir avec précision la cause de la mort et la séquence d'événements qui l'ont produite. Ossette est mort après avoir perdu un membre par la morsure d'un crocodile géant éteint et avoir reçu postérieurement une attaque létale d'un félin. Sa mort s'est produite dans un environnement où la nécessité basique de boire de l'eau exposait les hominidés aux prédateurs les plus efficients de leur époque. Le registre fossile conserve cette histoire sans nécessité d'interprétations additionnelles. Chantimemer 1808, quand le régime devint létal. L'individu catalogué comme KNMER 1808 a vécu en Afrique orientale il y a environ 1,65 million d'années. Il appartenait à l'espèce Homo erectus, une forme humaine déjà pleinement bipède, avec un corps adapté au déplacement à longue distance et un régime qui incluait une proportion élevée de viande. Son histoire n'est pas restée enregistrée au moyen d'outils ni de signes de violence externe, mais à travers un processus interne qui a transformé son squelette alors qu'il était encore vivant. Les restes partiels de KNMER 1808 ont été récupérés au Kenya et, dès les premières analyses, ont montré une claire anomalie. Les os longs des extrémités présentaient une croissance pathologique du tissu osseux qui ne correspondait pas à des fractures, des impacts ni à des processus normaux de guérison. Il ne s'agissait pas d'une lésion isolée, mais d'une altération prolongée du métabolisme osseux. L'os avait grandi en excès, formant des couches irrégulières autour de la structure originale. Ce type de modification ne se produit pas de forme rapide.
Il requiert une exposition continuée à un agent interne qui altère l'équilibre entre la formation et la résorption osseuse. La distribution de la croissance pathologique indiquait que le processus a affecté le corps durant une longue période, non seulement durant les derniers jours de vie. L'analyse comparative de ce patron avec des pathologies connues a permis d'écarter des infections locales, des traumatismes répétés ou des maladies congénitales. Le type de croissance osseuse excessive coïncidait avec une affection spécifique, l'hypervitaminose A, une intoxication causée par l'accumulation excessive de vitamine A dans l'organisme. La vitamine A est une substance essentielle en petite quantité, mais très toxique quand elle est consommée durant de longues périodes en doses élevées. Chez les animaux carnivores, cette vitamine est extrêmement concentrée dans le foie. La consommation répétée du foie de grands prédateurs peut provoquer une accumulation progressive que le corps humain ne peut pas éliminer rapidement. Le squelette de KNMER 1808 montrait exactement les conséquences attendues de ce processus. L'excès de vitamine A provoque des altérations dans le tissu osseux, des hémorragies internes chroniques, une inflammation persistante et des douleurs articulaires intenses. Physiquement, ceci se traduit par une faiblesse progressive, une difficulté pour se mouvoir et une détérioration générale de l'organisme. Dans le contexte dans lequel a vécu KNMER 1808, la viande était une ressource clé pour la survie. Homo erectus avait augmenté notablement la consommation de produits animaux et utilisait des outils de pierre pour traiter des cadavres et accéder à des tissus riches en nutriments. Le foie, étant mou et hautement énergétique, aurait été un aliment attractif, sans qu'il y eût de forme de connaître ses effets à long terme. À mesure que l'intoxication KNMER 1808, quand le régime devint létal. L'individu catalogué comme KNMER 1808 a vécu en Afrique orientale il y a environ 1,65 million d'années. Il appartenait à l'espèce Homo erectus, une forme humaine déjà pleinement bipède, avec un corps adapté au déplacement à longue distance et un régime qui incluait une proportion élevée de viande. Son histoire n'est pas restée enregistrée au moyen d'outils ni de signes de violence externe, mais à travers un processus interne qui a transformé son squelette alors qu'il était encore vivant. Les restes partiels de KNMER 1808 ont été récupérés au Kenya et, dès les premières analyses, ont montré une claire anomalie. Les os longs des extrémités présentaient une croissance pathologique du tissu osseux qui ne correspondait pas à des fractures, des impacts ni à des processus normaux de guérison. Il ne s'agissait pas d'une lésion isolée, mais d'une altération prolongée du métabolisme osseux. L'os avait grandi en excès, formant des couches irrégulières autour de la structure originale. Ce type de modification ne se produit pas de forme rapide. Il requiert une exposition continuée à un agent interne qui altère l'équilibre entre la formation et la résorption osseuse. La distribution de la croissance pathologique indiquait que le processus a affecté le corps durant une longue période, non seulement durant les derniers jours de vie. L'analyse comparative de ce patron avec des pathologies connues a permis d'écarter des infections locales, des traumatismes répétés ou des maladies congénitales. Le type de croissance osseuse, l'enfant de Taung, capture létale par un rapace géant. En novembre 1924, dans une carrière de pierre calcaire proche du petit établissement de Taung, dans le nord de l'Afrique du Sud, les travailleurs réalisaient les dynamitages habituels pour extraire de la roche destinée à la construction. Après l'une de ces explosions, entre les blocs fragmentés est apparu un objet inhabituel incrusté dans la matrice de calcaire. Ce n'était pas une pierre commune. Il avait des courbes, des cavités et une symétrie qui a attiré l'attention. Le contremaître, accoutumé à trouver des fossiles d'animaux, a décidé de le garder avec d'autres restes curieux, sans savoir que ce bloc contenait l'une des découvertes les plus importantes de la paléoanthropologie. Le fragment n'a pas tardé à arriver aux mains de Raymond Dart, un jeune anatomiste australien qui travaillait à l'université de Witwatersrand à Johannesburg. Dart n'avait que 31 ans et se trouvait encore dans une phase précoce de sa carrière. Le paquet avec les fossiles est arrivé à son bureau le jour même où il devait assister à un mariage, mais en ouvrant la boîte et en voyant le contenu, tout engagement social fut immédiatement oublié. Devant lui se trouvait le crâne d'un enfant incrusté dans la roche, avec des moules naturels des hémisphères cérébraux préservés en calcite. Dart a commencé à nettoyer le fossile en utilisant des instruments fins, retirant avec soin la matrice rocheuse.
À mesure que le visage émergeait, il est devenu évident qu'il n'appartenait ni à un humain moderne, ni à un singe connu. Le crâne correspondait à un petit enfant, avec les dents de lait visibles et une capacité crânienne réduite, mais avec un trait décisif. Le foramen magnum, l'orifice par lequel la moelle épinière connecte avec le cerveau, était situé en position avancée, un trait typique de la posture bipède habituelle. Ce détail anatomique indiquait que l'individu marchait debout. Ce n'était pas un singe quadrupède. Dart s'est rendu compte qu'il était devant un hominidé primitif et l'a décrit comme Australopithecus africanus, publiant sa trouvaille en 1925 dans la revue Nature. Le fossile est passé à être connu comme l'enfant de Taung. La réaction de la communauté scientifique fut majoritairement hostile. À ce moment-là, les théories dominantes situaient l'origine de l'être humain en Europe ou en Asie, et l'Afrique se considérait comme un scénario improbable pour l'évolution humaine précoce. De plus, le soi-disant homme de Piltdown, découvert en Angleterre en 1912, renforçait l'idée que d'abord était apparu un grand cerveau. Face à ce paradigme, l'enfant de Taung montrait le contraire, un bipédisme clair avec un cerveau encore petit. Durant des décennies, le fossile fut rejeté ou minimisé. Cependant, avec le temps, ont commencé à apparaître plus de restes d'Australopithèques dans des gisements sud-africains comme Sterkfontein, Makapansgat et Swartkrans, beaucoup d'entre eux découverts par Robert Broom. Ces trouvailles ont confirmé que l'enfant de Taung n'était pas un cas isolé ni un singe juvénile mal interprété, mais une partie d'une population réelle d'hominidés africains bipèdes. Le crâne de l'enfant appartient à un individu qui avait approximativement entre 3 et 4 ans au moment de sa mort, selon le développement dentaire. Il a vécu il y a environ 2,8 millions d'années, durant le Pliocène tardif, dans un environnement très différent de l'actuel. La région de ce qui est aujourd'hui le désert du Kalahari présentait alors un paysage plus humide, avec des savanes arborées, des cours d'eau et des zones boisées intercalées. Dans cet écosystème vivaient de grands carnivores, incluant des félins à dents de sabre et de grands oiseaux rapaces. L'étude anatomique du crâne a révélé un volume cérébral d'environ 400 à 500 cm3, supérieur à celui d'un chimpanzé mais très inférieur à celui des humains modernes. La dentition montrait des canines réduites et des molaires avec un émail épais, cohérente avec un régime varié basé sur des fruits, des graines, des racines et des ressources animales occasionnelles. Ces caractéristiques situaient l'Australopithecus africanus comme un hominidé adapté tant à la vie arboricole qu'à la locomotion terrestre. Durant beaucoup de temps, l'enfant de Taung fut important surtout par ce qu'il démontrait concernant l'origine humaine. Cependant, des recherches plus récentes se sont concentrées sur une autre question. Comment est mort cet enfant? L'analyse taphonomique du crâne, c'est-à-dire l'étude des marques produites après la mort, a apporté une information clé. Les chercheurs dirigés par Lee Berger ont comparé les lésions du crâne avec celles observées sur des restes de singes actuels chassés par de grands oiseaux rapaces en Afrique. Ils ont trouvé des coïncidences claires. Les orbites oculaires de l'enfant présentaient des perforations caractéristiques produites par des griffes, tandis que la partie supérieure du crâne montrait des marques compatibles avec l'impact d'un bec puissant. Ce patron coïncide avec la méthode de chasse des grands aigles africains, comme l'aigle couronné, qui attaquent les primates depuis les airs, plantent leurs griffes dans la tête et provoquent une mort rapide. Selon ces études, le plus probable est que l'enfant de Taung fut capturé par un grand rapace alors qu'il se trouvait au sol ou sur des branches basses. La séquence reconstruite indique que l'attaque fut soudaine et létale. Après avoir tué l'enfant, l'oiseau aurait transporté le corps jusqu'à un nid situé dans un arbre ou sur une falaise. Là, il se serait alimenté partiellement du cadavre. À un moment postérieur, le crâne, séparé du reste du corps ou détaché après la consommation, est tombé ou a été entraîné à l'intérieur d'une grotte proche, où il est resté protégé des charognards et couvert par des sédiments. Cet enterrement accidentel a permis que le crâne se préservât. Tout au long de centaines de milliers d'années, les processus de minéralisation ont remplacé les tissus organiques par des minéraux, convertissant l'os en un fossile. La préservation fut exceptionnelle, spécialement en tenant compte qu'il appartenait à un enfant, dont les os sont plus fragiles. Au milieu du XXe siècle, la fraude de l'homme de Piltdown fut définitivement mise à découvert et le consensus scientifique a changé. L'enfant de Taung est passé d'être une anomalie inconfortable à se convertir en une pièce centrale pour comprendre l'évolution humaine.
Il a confirmé que le bipédisme a précédé la grande augmentation du cerveau et a établi l'Afrique comme l'origine des hominidés. Aujourd'hui, le crâne se conserve à l'université de Witwatersrand, où il continue à être étudié avec des techniques modernes comme la tomographie computérisée et l'analyse microstructurelle. Chaque nouvelle technologie ajoute plus de données sur sa croissance, son environnement et les circonstances de sa mort. L'enfant de Taung n'a pas laissé de descendance ni d'histoire personnelle enregistrée, mais son fossile documente une vie brève interrompue par la prédation et une mort cohérente avec l'écosystème dans lequel il a vécu. Son importance ne réside pas dans son individualité, mais dans ce que son corps a préservé. Une évidence physique, directe et vérifiable d'une étape précoce de l'évolution humaine et de la vulnérabilité de nos ancêtres dans un monde où ils n'avaient pas encore atteint le sommet de la chaîne alimentaire. Homo erectus de Java reste entraîné par une catastrophe fluviale. Durant plus d'1 million d'années, une unique forme humaine a parcouru l'Afrique et l'Eurasie avec un corps déjà pleinement droit, des proportions modernes et une capacité d'adaptation qu'aucune espèce antérieure n'avait réussi. Cette forme s'est connue plus tard comme Homo erectus. Son histoire n'est pas celle d'un groupe isolé ou d'une expérience ratée, mais celle d'une expansion prolongée marquée par le mouvement constant, le changement environnemental et la coexistence directe avec des paysages instables. Au sein de ce large cadre se situe le cas de Java, l'un des derniers territoires où cette espèce a persisté durant des centaines de milliers d'années et où le registre fossile suggère un scénario final aussi abrupt que débattu. L'émergence de Homo erectus se situe en Afrique il y a environ 2 millions d'années, dérivée probablement de populations antérieures du genre Homo, qui montraient déjà un bipédisme habituel et un usage basique d'outils. À la différence de ses prédécesseurs, cette nouvelle forme humaine a consolidé un corps adapté à la locomotion terrestre de longue distance. Les jambes se sont allongées, les bras se sont raccourcis par rapport au torse, et la structure squelettique est devenue plus robuste. Le résultat fut un organisme capable de marcher et de courir efficientement dans des espaces ouverts, avec une dépense énergétique moindre que celle des hominidés antérieurs. Cette transformation corporelle fut accompagnée d'une augmentation graduelle de la taille cérébrale. Bien que le volume crânien du Homo erectus continuât à être moindre que celui des humains modernes, il était significativement plus grand que celui des espèces antérieures et surtout montrait une claire tendance de croissance tout au long du temps. Les populations les plus anciennes montrent des cerveaux plus petits et un développement rapide durant l'enfance, tandis que les plus tardives montrent une croissance cérébrale prolongée jusqu'à des étapes juvéniles, ce qui suggère une plus grande capacité d'apprentissage et d'adaptabilité comportementale. Dès ces phases les plus précoces, Homo erectus ne s'est pas resté confiné en Afrique. Dans un laps relativement court en termes géologiques, des groupes de cette espèce se sont dispersés vers le nord et l'est, traversant des régions qui aujourd'hui correspondent au Proche-Orient, au Caucase et au sud de l'Eurasie. Cette sortie précoce a marqué la première expansion intercontinentale documentée d'un hominidé. La présence de Homo erectus dans des zones si diverses indique qu'il ne s'est pas agi d'un unique événement migratoire, mais d'un processus continu d'avancée, d'établissement et de recolonisation. L'Asie s'est convertie en l'un des scénarios principaux de cette expansion. Dans la partie orientale du continent, Homo erectus s'est établi en Chine, où ont été trouvés d'abondants restes squelettiques, et dans le sud-est asiatique, où il a atteint des régions qui font aujourd'hui partie de l'Indonésie. Durant le Pléistocène, le niveau de la mer était considérablement plus bas que l'actuel, ce qui permettait l'existence de vastes plaines qui connectaient îles et continents. Java n'était alors pas une île isolée, mais une partie d'une vaste région connue comme Sundaland, sillonnée par de grands fleuves et des systèmes fluviaux actifs. Cet environnement offrait des ressources constantes. Les plaines alluviales combinèrent des zones ouvertes avec des aires boisées, des masses d'eau permanentes et une faune abondante. Dans ce contexte, Homo erectus a développé une stratégie de subsistance flexible, basée sur la collecte de ressources végétales, l'exploitation de cadavres d'animaux et, avec le temps, la chasse active. Les preuves archéologiques indiquent l'usage systématique d'outils de pierre et, dans certains cas, le traitement d'animaux aquatiques et terrestres au moyen de marques de coupe sur les os. Java s'est converti en l'un des territoires où Homo erectus a eu une présence plus prolongée. Les fossiles trouvés dans la région montrent une continuité notable durant des centaines de milliers d'années,
ce qui suggère que ces populations ont réussi à s'adapter aux changements environnementaux récurrents. Alors que dans d'autres parties de l'Eurasie, l'espèce fut remplacée par des formes humaines postérieures, à Java, elle a persisté jusqu'à des phases relativement tardives du Pléistocène. Les restes récupérés en différents points de l'île, beaucoup d'entre eux associés à d'anciens lits fluviaux, révèlent un facteur constant: la relation étroite entre ces populations et les systèmes hydriques. Les grands fleuves ne fournissaient pas seulement de l'aliment et des routes de déplacement, mais agissaient aussi comme agents de transformation du paysage. Leurs crues périodiques remodelaient les plaines, déplaçaient des sédiments et pouvaient générer des événements d'inondation catastrophiques. C'est dans ce contexte que se pose l'une des hypothèses les plus débattues sur le destin final de certaines populations de Homo erectus à Java. Le registre fossile montre des concentrations de restes humains et animaux dans des dépôts alluviaux qui ne correspondent pas à des enterrements délibérés, ni à des accumulations produites par une activité humaine prolongée. En revanche, il présente des caractéristiques cohérentes avec des événements de déposition rapide associés à des flux d'eau de haute énergie. Selon l'interprétation la plus acceptée par la communauté scientifique, ces regroupements pourraient être le résultat d'un épisode de noyade massive durant un événement catastrophique. Il ne s'agit pas d'une affirmation définitive, mais d'une hypothèse construite à partir de la disposition des restes, leur mélange avec une faune transportée et la nature du sédiment qui les contient. Les os apparaissent désarticulés, transportés et redéposés, ce qui indique que les individus ne sont pas morts là où ils ont été trouvés originellement. L'état dans lequel ont été découverts les restes renforce cette interprétation. Les os n'étaient pas articulés ni ne conservaient la disposition anatomique typique d'un corps déposé sur le lieu de la mort. Au contraire, ils apparaissaient désordonnés, fragmentés et mélangés avec des restes de faune, incrustés dans des sédiments fluviaux compactés. L'orientation des os ne suivait aucun patron humain reconnaissable, mais un patron chaotique cohérent avec le transport par des courants d'eau de haute énergie. Le type de sédiment qui entoure les fossiles ne correspond pas non plus à une occupation prolongée ni à un enterrement intentionnel. Il s'agit de dépôts alluviaux secondaires, formés quand l'eau entraîne des matériels d'autres parties du paysage et les accumule dans des zones de moindre pente. Dans ces contextes, les corps ne se fossilisent pas là où ils meurent, mais là où la dynamique du fleuve les dépose finalement. Ceci implique que les individus de Homo erectus ne sont pas morts nécessairement au même point où ils ont été trouvés, mais en amont, à un moment antérieur au transport. Le mélange de restes humains avec des os d'animaux terrestres et aquatiques indique un épisode unique de transport massif au lieu d'une accumulation graduelle. Il n'y a pas de signe de sélection anatomique, de manipulation humaine postérieure, ni d'activité répétée sur le site. Tout l'ensemble répond à un unique processus physique. Corps et fragments déplacés simultanément et redéposés quand la force de l'eau a diminué abruptement. L'énergie nécessaire pour générer un dépôt de ces caractéristiques dépasse celle d'une inondation saisonnière ordinaire. Les preuves sont cohérentes avec un événement soudain, comme une inondation éclair ou un flux de boue associé à l'activité volcanique capable de transformer un environnement habitable en un piège inéluctable en question de minutes. Dans un paysage dominé par des fleuves larges et des plaines basses, une inondation de ce type aurait avancé rapidement, laissant peu de possibilités d'échappatoire aux groupes proches des rives. Ce type d'événement ne laisse pas de traces de lutte ni de blessures défensives sur les eaux. La cause de la mort ne reste pas enregistrée dans des impacts directs, mais dans la position finale des restes et dans le contexte sédimentaire qui les enferme. L'absence de marques de prédation systématique renforce l'idée d'un dénouement rapide, dans lequel les corps furent ensevelis par les sédiments avant d'être dispersés ou consommés. L'hypothèse de la noyade massive n'implique pas que toute la population de Homo erectus à Java disparut simultanément, ni que ce fut l'unique facteur de son déclin. Plutôt, elle suggère que certains groupes spécifiques ont pu être éliminés par un événement ponctuel, laissant une signature fossile exceptionnellement concentrée. D'autres facteurs, comme la fragmentation de l'habitat, les changements dans la végétation et la pression de nouvelles espèces humaines, auraient aussi contribué à la disparition graduelle de l'espèce dans la région. Ce qui est significatif dans ce cas n'est pas seulement la possibilité d'une mort collective par des causes naturelles, mais ce qu'elle révèle sur la vulnérabilité de Homo erectus face à des environnements dynamiques. Malgré son succès évolutif, sa dépendance à certains paysages et ressources l'exposait à des risques qu'il ne pouvait pas toujours anticiper ou contrôler.
Le même réseau fluvial qui a facilité son expansion pouvait, dans certaines circonstances, se convertir en un piège mortel. L'histoire du Homo erectus à Java, par conséquent, ne peut s'entendre comme un épisode isolé, mais comme la culmination d'une longue trajectoire évolutive. Durant plus d'1 million d'années, cette espèce s'est adaptée, s'est dispersée et a survécu à de profondes transformations de la planète. Sa présence prolongée dans le sud-est asiatique démontre une résilience notable, tandis que les indices de fins abruptes dans certains gisements nous rappellent que même les espèces les plus réussies sont sujettes aux limites imposées par la nature. L'étude continue de ces fossiles ne cherche pas à clore le débat avec une conclusion définitive, mais à affiner les hypothèses à mesure que surgissent de nouvelles preuves. Dans ce sens, le cas de Java demeure ouvert, non comme un mystère sans résolution, mais comme un exemple de comment le registre fossile permet de reconstruire des scénarios plausibles sur la vie et la mort de nos anciens parents. L'image qui émerge n'est pas celle d'une extinction soudaine et uniforme, mais celle d'une espèce qui, après une histoire extraordinairement longue, a disparu de forme inégale, laissant dans le sédiment la trace fragmentée de son passage sur la Terre. Zhoukoudian, quand les grottes n'étaient pas des refuges, mais des pièges. Le gisement de Zhoukoudian, situé dans le nord de la Chine, s'est converti tout au long du XXe siècle en l'un des lieux les plus décisifs pour comprendre l'histoire précoce du genre Homo en Asie. Là ont été trouvés les restes de multiples individus de Homo erectus, connus collectivement comme hommes de Pékin, préservés au sein d'une séquence complexe de sédiments qui embrasse des centaines de milliers d'années du Pléistocène moyen. Depuis sa découverte, le site a posé une question inconfortable qui a tardé des décennies à être abordée avec rigueur. Ce qui est réellement arrivé au corps de ces premiers humains après leur mort? Les restes récupérés à Zhoukoudian ne sont pas apparus comme des squelettes articulés ni comme des enterrements intentionnels. Au contraire, ils étaient fragmentés, dispersés et mélangés avec les os de nombreux animaux. Beaucoup de crânes étaient incomplets, les bases crâniennes manquaient et les os longs apparaissaient systématiquement fracturés. Durant des décennies, ces preuves ont été interprétées au sein de différents cadres théoriques, qui allaient de l'occupation humaine prolongée jusqu'à des épisodes de cannibalisme rituel. Cependant, l'analyse détaillée de l'état des os a fini par déplacer ces premières interprétations. La clé ne fut pas la quantité de restes humains, mais comment ils étaient brisés. Les os longs présentaient des fractures en spirale, un patron qui se produit seulement quand l'os conserve encore du collagène et de la graisse, c'est-à-dire quand il est frais. Les surfaces fracturées ne montraient pas de marques de coupe avec des outils de pierre en des points clés, mais montraient des écrasements et des pulvérisations cohérents avec une pression extrême appliquée de forme répétée. Les crânes, dans beaucoup de cas, étaient ouverts par la base, une technique commune parmi les grands carnivores pour accéder au tissu mou de l'intérieur et au cerveau. Ce patron n'était pas exclusif aux restes humains. Dans le même gisement sont apparus des os de cerfs, chevaux et autres grands mammifères avec exactement les mêmes marques, le même type de fracture et le même degré d'écrasement. Il n'y avait pas une distinction claire entre humains et animaux dans le traitement des restes. Depuis une perspective taphonomique, tous les corps avaient été traités de la même manière. Dans ce contexte, a pris de la pertinence la présence confirmée d'un prédateur aujourd'hui éteint, l'hyène géante du Pléistocène, Pachycrocuta brevirostris. Cet animal, bien plus grand que les hyènes actuelles, possédait un crâne massif, des mâchoires extrêmement robustes et une capacité exceptionnelle pour fracturer des os épais afin d'accéder à la moelle. Son comportement, documenté dans de multiples gisements d'Afrique et d'Eurasie, incluait l'usage de grottes comme repères vers lesquelles elle entraînait les corps de ses proies pour les consommer avec sécurité. Zhoukoudian s'insérait dans ce patron. L'accumulation chaotique d'os, l'absence de parties anatomiques complètes, la concentration de crânes endommagés et la fréquence élevée de marques de morsures pointaient vers un espace réutilisé durant de longues périodes comme repère d'hyènes, non comme un établissement humain permanent. Des études stratigraphiques plus détaillées ont renforcé cette interprétation. Dans plusieurs couches du gisement ont été identifiées des concentrations claires de coprolite d'hyène, distribuées dans différents niveaux sédimentaires. Cette preuve indique que les hyènes n'ont pas occupé la grotte de forme sporadique, mais de manière répétée tout au long de longs intervalles de temps. L'alternance de présence de restes humains, faune et signes d'activité de carnivores révèle un usage intermittent de l'espace, dans lequel aucun groupe ne maintenait un contrôle continu de l'intérieur de la grotte.
Cette alternance explique le mélange désordonné d'os et d'outils sans une organisation cohérente. À certains moments, des groupes de Homo erectus utilisaient l'environnement environnant, mais quand les hyènes revenaient, la fonction du lieu changeait complètement. Ce qui avait été un refuge temporaire ou une zone de transit se convertissait en un espace de consommation où les corps étaient entraînés, fragmentés et traités sans distinction entre humains et autres animaux. Le patron systématique observé sur les crânes renforce cette lecture. L'absence récurrente de la base crânienne ne correspond pas à des pratiques culturelles ni à des processus naturels hasardeux, mais à un comportement bien documenté chez les grandes hyènes, qui fracturent cette zone spécifique pour accéder au cerveau et aux tissus mous internes. La répétition exacte de ce dommage, tant sur des restes humains qu'animaux, confirme que tous deux furent traités comme des proies au sein d'un même système d'exploitation. La question la plus délicate était de savoir si ces humains étaient morts aux mains des hyènes, ou si leur corps avait été consommé après être morts pour d'autres causes. Le registre fossile ne permet pas de reconstruire des scènes d'attaque individuelles, mais offre des indicateurs solides. La proportion élevée d'os humains avec des dommages périmortem, c'est-à-dire produits au moment de la mort, suggère qu'au moins certains individus furent chassés ou tués directement. Dans d'autres cas, il est possible que les corps appartinssent à des individus vulnérables, blessés ou fraîchement décédés, mis à profit de formes opportunistes par les prédateurs. L'hypothèse la plus acceptée de nos jours soutient que Zhoukoudian fut, à différents moments du Pléistocène, un territoire partagé et disputé. Les groupes de Homo erectus utilisaient l'environnement, mais ne maintenèrent pas un contrôle stable des grottes. Quand les hyènes occupèrent l'espace, les humains restaient exposés. Les individus les plus jeunes, blessés ou isolés, étaient particulièrement vulnérables. Leurs corps étaient entraînés à l'intérieur, où ils étaient démembrés et broyés suivant un patron purement alimentaire. Ce scénario explique aussi l'absence systématique de certaines parties squelettiques, comme les épiphyses riches en moelle et la rareté de squelettes complets. La grotte n'a pas fonctionné comme lieu d'enterrement ni comme campement stable, mais comme un espace réutilisé par intermittence par différents agents, les hyènes étant la principale force accumulatrice de restes. Depuis cette perspective, la mort des individus de Homo erectus à Zhoukoudian ne fut pas un événement unique ni un massacre ponctuel, mais un processus répété tout au long du temps. Chaque os fragmenté représente un épisode différent, une interaction spécifique entre les premiers humains et l'un des carnivores les plus dominants de leur environnement. Le résultat final, visible dans le registre fossile, est un ensemble de restes dévastés qui documentent indirectement la position vulnérable de notre espèce dans ce paysage. Ainsi, le gisement de Zhoukoudian conserve non seulement des fossiles humains, mais aussi l'empreinte physique d'une relation inégale. Les preuves ne pointent pas vers des rituels ni vers des pratiques culturelles complexes liées à la mort, mais vers une réalité plus crue. Durant une partie importante du Pléistocène, les humains n'occupèrent pas le sommet de la chaîne alimentaire. Dans ce cas concret, leurs corps furent traités comme n'importe quelle autre ressource animale disponible, broyés sans distinction par un prédateur spécialisé dans le bris d'os. C'est là l'héritage qu'ont laissé les restes de Homo erectus de Zhoukoudian. Non une histoire de domination, mais une de coexistence dangereuse, marquée par la pression constante des grands carnivores. L'interprétation taphonomique n'apporte pas une certitude absolue sur chaque mort individuelle, mais dessine avec clarté le scénario le plus probable. Un repère d'hyènes géantes où les corps humains, entiers ou non, ont fini réduits à des fragments, scellés dans la roche comme témoignage d'une étape où survivre ne signifiait pas contrôler l'environnement, mais l'endurer. L'enfant de Turkana, une infection silencieuse qui a arrêté un corps en croissance. Le corps gisait immobile dans une zone basse du terrain, où l'eau s'accumulait de forme irrégulière selon la saison. Le sol était mou, couvert par des sédiments fins qui se déplaçaient facilement en changeant le niveau du lac. Il n'y a pas de signe d'entraînement prolongé, ni de marques de violence sur les os, ni de fractures traumatiques, ni de lésions compatibles avec des attaques d'animaux. L'environnement a fait le reste. Le corps était resté là le temps suffisant pour que la boue et les dépôts fluviaux le couvrent avant que les charognards puissent le détruire complètement. Bien plus tard, ce lieu serait identifié comme une ancienne rive du lac Turkana, dans le nord du Kenya. Un paysage qui, durant le Pléistocène précoce, alternait des zones ouvertes avec des zones marécageuses, des canaux saisonniers et des surfaces instables.
Dans ce contexte, a surgi l'un des squelettes humains les plus complets jamais trouvés. La découverte a commencé de forme fragmentaire. D'abord quelques os isolés, puis des parties qui s'emboîtaient, jusqu'à ce qu'il devienne clair qu'ils appartenaient à un seul individu. À mesure que l'excavation avançait, le squelette émergeait presque intact. Crâne, mâchoire, colonne vertébrale, côte, bassin, bras et jambes. Plus de 90% du corps était là, préservé dans une position qui suggérait la mort sans lutte ni déplacement violent. L'individu fut classé comme Homo erectus, une espèce humaine archaïque déjà adaptée à marcher de longues distances, avec des proportions corporelles proches de celles des humains modernes. Cependant, il ne s'agissait pas d'un adulte. Le développement osseux et dentaire indiquait un enfant ou un adolescent jeune d'environ 8 ou 9 ans. La croissance n'était pas encore terminée, les épiphyses n'étaient pas fusionnées et plusieurs dents correspondaient à une dentition de transition. Durant les premières analyses, l'attention s'est centrée sur l'anatomie générale, hauteur projetée, structure corporelle, posture. Mais avec le temps, une altération spécifique a commencé à se détacher. La mâchoire montrait une lésion claire. Un abcès dentaire profond avait affecté l'os environnant, laissant des signes d'une inflammation prolongée. Ce n'était pas une infection récente. Le tissu osseux montrait des changements cohérents avec un processus chronique. L'abcès s'est probablement originé après la perte d'une dent de lait et l'éruption irrégulière des dents permanentes. Le mauvais alignement a permis que les bactéries entrent dans le tissu mou et osseux. Sans aucune forme de traitement, l'infection a avancé lentement. L'os a réagi, mais n'a pas réussi à la contenir. Le registre fossile ne montre pas de signe de guérison. Une infection de ce type ne se limite pas à la bouche. La douleur constante aurait rendu difficile la mastication. L'ingestion d'aliments aurait diminué. L'affaiblissement général du corps fut progressif. Chez les humains modernes, un abcès dentaire non traité peut dériver en une infection systémique. Dans un environnement préhistorique, ce risque était encore plus grand. Dans ce contexte, l'hypothèse la plus acceptée indique que l'infection a pu s'étendre, provoquant une détérioration générale de l'organisme. Dans cet état de faiblesse, le paysage s'est converti en un facteur décisif. Il était sillonné par des zones humides et marécageuses, où marcher requérait force, équilibre et attention constante. Pour quelqu'un d'affaibli, une chute pouvait être définitive. Selon la reconstruction la plus acceptée, l'enfant est tombé ou est resté piégé dans une zone molle du sol, près d'eau stagnante. L'incapacité de se lever aurait scellé le dénouement. La mort ne s'est pas produite nécessairement de forme immédiate. L'épuisement, la déshydratation et la défaillance corporelle progressive peuvent avoir prolongé le processus durant des heures ou des jours. Le corps est resté sur le lieu, partiellement submergé ou couvert par des sédiments, jusqu'à rester isolé de l'extérieur. Cette séquence explique l'exceptionnelle préservation du squelette. Avec le temps, de nouvelles couches de sédiments se sont déposées sur les restes. L'activité volcanique de la région a apporté des cendres qui ont scellé l'ensemble. Les os, encore en croissance au moment de la mort, ont absorbé des minéraux de l'environnement. La matière organique fut remplacée lentement par des minéraux, convertissant le corps en un fossile. Durant plus d'1,5 million d'années, le squelette était resté enterré. Le paysage a changé, les cours d'eau se sont déplacés, le climat a fluctué, jusqu'à ce que l'érosion et la recherche moderne rendent ce corps à la surface. L'enfant de Turkana n'est pas mort par un événement soudain, ni par une attaque violente. Son histoire est enregistrée dans une mâchoire endommagée, dans un corps affaibli et dans l'absence de signes de lutte. Une infection localisée fut suffisante pour altérer complètement sa capacité de survivre dans un environnement exigeant. Il n'y a pas d'indice d'enterrement intentionnel, ni de manipulation rituelle. Le corps est resté là où il est tombé. Le registre fossile ne permet pas de savoir si le groupe a tenté de l'aider, ou s'il n'a déjà plus été capable de le faire. Il montre seulement le résultat final, un corps jeune, arrêté en un point bas du paysage, couvert par des sédiments avant de disparaître. Aujourd'hui, ce squelette continue d'être reconstruit dans des laboratoires et des musées. Chaque os conserve la position, les marques et les absences qui permettent de reconstruire les moments finaux. Il n'y a pas de mots taillés dans la pierre, seulement des signes physiques d'un processus qui a avancé jusqu'à ce que le corps cesse de répondre. Le vent continue de mouvoir la poussière par les anciennes rives du Turkana. L'eau continue d'occuper et d'abandonner les zones basses. Le lieu où agissait le corps n'existe plus en tant que tel, mais la séquence demeure fixée dans les os, immobile,
attendant d'être observé une fois et encore. Shanidar 3, un projectile a traversé la poitrine d'un néandertalien. Le corps gisait à l'intérieur d'une grande grotte dans une région montagneuse de ce qui est aujourd'hui le Kurdistan irakien. Le lieu n'était pas marginal ni un refuge occasionnel. La grotte de Shanidar avait été utilisée durant des générations par des groupes néandertaliens comme zone de transit, refuge saisonnier et lieu d'occupation récurrente. Là on dormait, on travaillait la pierre, on traitait des animaux et on coexistait. Ce n'était pas un environnement hostile en soi. Cependant, l'un des individus trouvés à l'intérieur n'est pas mort par l'usure du temps ni par la pression environnementale, mais par une lésion spécifique, localisée et clairement enregistrée dans ses propres os. L'individu connu comme Shanidar 3 était un mâle néandertalien adulte qui a vécu il y a entre 50 et 75 000 ans. Son squelette a été récupéré dans les 1950 durant les excavations dirigées par Ralph Solecki. Dès le début, la trouvaille a attiré l'attention par l'état relativement complet des restes et l'information qu'ils apportaient sur la vie quotidienne des Néandertaliens. Cependant, durant des années, une lésion concrète est passée inaperçue ou s'est considérée comme secondaire en comparaison avec d'autres aspects du gisement. Le squelette de Shanidar 3 ne montrait pas de signes clairs de prédation animale, ni de fractures massives associées à des effondrements ou des écrasements. Il manquait aussi de marques chaotiques qui laissent habituellement les processus post-mortem prolongés. Le corps était resté relativement protégé au sein du sédiment de la grotte. Ce fut l'analyse détaillée d'une seule côte qui a révélé une histoire différente. Une des côtes du côté gauche montrait une perforation claire. Ce n'était pas une fracture par pression, ni une rupture irrégulière. L'os présentait une lésion pénétrante avec des bords définis, un orifice propre qui traversait la structure osseuse suivant une trajectoire oblique. La forme du dommage ne s'emboîtait pas avec des chutes accidentelles, ni avec des impacts causés par des décrochages de roches. Elle ne coïncidait pas non plus avec des morsures de carnivores, ni des marques de dents. L'étude microscopique des bords de la lésion a montré que l'os était frais au moment de l'impact. Il conservait de l'élasticité, ce qui indique que la perforation s'est produite alors que l'individu était encore vivant ou au moment exact de la mort. Il n'y avait pas de signe de régénération osseuse. Le corps n'a pas survécu le temps suffisant pour initier aucun processus de guérison. La blessure fut périmortem et létale. La trajectoire de la perforation a apporté une information clé. L'angle d'entrée suggère que l'objet a pénétré depuis une position élevée ou depuis une certaine distance, non depuis un contact direct corps à corps. Le dommage est cohérent avec un objet allongé, rigide et relativement étroit, capable de concentrer l'énergie en un point spécifique. Les dimensions de l'orifice écartent des outils de grande taille et écartent aussi des impacts accidentels causés par des éléments de l'environnement. À partir de ces données, les chercheurs ont proposé une hypothèse qui a changé l'interprétation du cas. La lésion était compatible avec l'impact d'une arme de jet, non un coup direct avec un objet contondant, mais un projectile lancé avec une force suffisante pour perforer la côte et entrer dans la cavité thoracique. Ce type de blessure a des conséquences immédiates. La perforation d'une côte dans cette zone entraîne un haut risque de dommages pulmonaires. Un impact de ce type peut causer l'effondrement du poumon, une hémorragie interne progressive et une difficulté respiratoire grave. La mort n'a pas à être instantanée. L'individu a pu avoir survécu durant des heures ou même une brève période de temps, conscient, avec une douleur intense et une respiration chaque fois plus difficile. Le squelette de Shanidar 3 ne montre pas de signes de mouvement prolongé après la lésion. Il n'y a pas de fractures additionnelles associées à des chutes postérieures, ni de marques d'entraînement. Ceci suggère que l'individu n'a pas fui de longues distances, ni n'a été transporté après l'impact. Il est probable qu'il soit tombé ou se soit effondré peu après avoir été blessé, à l'intérieur ou près du même environnement où il fut trouvé. La nature de la lésion pose une question fondamentale. Qui a lancé le projectile? Le registre fossile ne permet pas l'identification directe de l'agresseur. Il n'y a pas de traces sans équivoque de Homo sapiens associées à ce niveau spécifique du gisement. Il n'y a pas non plus de preuve d'un affrontement massif. Cependant, la blessure démontre que, à ce moment-là, existait une technologie capable de causer des dommages létaux à distance. Durant longtemps, on a pensé que les armes de jet étaient une innovation exclusive des humains modernes. Le cas de Shanidar 3 défie cette idée.
La lésion est compatible tant avec une arme lancée par un autre néandertalien qu'avec un projectile utilisé par un groupe humain différent. Ce qui importe n'est pas l'identité exacte de l'agresseur, mais le fait physique enregistré dans l'os. La violence ne fut pas corps à corps. Elle s'est infligée depuis une certaine distance. Ceci introduit un changement qualitatif dans la forme de violence documentée dans le registre préhistorique. À la différence des coups directs observés dans d'autres cas anciens, ici le corps fut traversé par un objet lancé. La victime n'avait pas besoin d'être immobilisée ni d'être surprise à courte distance. Il suffisait d'être à portée du projectile. Le reste du squelette de Shanidar III ne montre pas de signes de maladies débilitantes extrêmes ni de pathologies qui expliquent une mort naturelle immédiate. Il n'y a pas d'indice d'une prédation postérieure significative. Le corps n'a pas été consommé par des animaux. La cause principale du dénouement fut la lésion thoracique. Le contexte de la grotte renforce cette interprétation. Shanidar n'était pas un lieu isolé, mais un espace partagé, utilisé de manière répétée par différents groupes tout au long du temps. La coexistence, la compétition pour les ressources ou les rencontres fortuites dans un environnement confiné augmentaient la probabilité de conflit. Dans un scénario ainsi, une lésion de ce type ne requiert pas une guerre organisée, mais un unique acte de violence dirigé. La mort de Shanidar III ne fut pas immédiate ni visuellement spectaculaire. Elle n'a pas laissé de multiples fractures ni de démembrements. Ce fut une mort interne, silencieuse en apparence, mais profondément traumatique. L'air aurait rempli la cavité thoracique. La respiration serait devenue chaque fois plus difficile. La douleur aurait accompagné chaque tentative d'inhaler. Le corps finalement est resté immobile à l'intérieur de la grotte. Il n'y a pas de signe d'enterrement formel, ni de manipulation rituelle claire associée spécifiquement à cet individu. Le sédiment l'a couvert avec le temps. Les processus naturels ont préservé la côte perforée, scellant en son intérieur l'évidence de l'impact. Des milliers d'années après, cette os a permis de reconstruire une scène minimale mais contondante. Non une histoire complète, non un récit épique, mais un fait physique. Un objet a traversé la poitrine d'un néandertalien vivant. Cet impact fut suffisant pour causer la mort. Le cas de Shanidar III démontre que la violence létale à distance existait bien avant l'histoire écrite. Que les corps de nos parents préhistoriques conservent des preuves directes de tels épisodes. Et que, dans un monde sans registre ni mots, l'os continue d'être l'unique témoin capable de raconter comment s'est terminée une vie. La côte perforée ne dit pas qui a lancé l'arme ni pourquoi. Elle n'explique pas s'il s'est agi d'un conflit momentané, d'un affrontement territorial ou d'une rencontre inattendue. Mais elle ne laisse pas de doute sur le dénouement. Le corps fut traversé, le dommage fut réel, et la mort est restée inscrite en permanence dans la structure de l'os, attendant d'être lue des dizaines de milliers d'années après. Homo antecessor, cannibalisme systématique au sein du groupe. À l'époque où Homo antecessor occupait Grandolina, le gisement n'était pas une grotte fermée ni un refuge obscur. C'était une grande dépression ouverte sur l'extérieur, avec des parois de roche et une entrée large, exposée à la lumière et au mouvement constant de l'environnement environnant. Durant une partie de l'année, l'eau s'accumulait en son intérieur, ce qui obligeait les groupes humains à utiliser l'espace de forme intermittente. Ce n'était pas un établissement permanent, mais un point récurrent au sein d'un territoire plus vaste. Les groupes qui se déplaçaient par la zone connaissaient bien ce lieu. Ils y revenaient une fois et encore tout au long des générations. Là, on traitait des animaux, on travaillait la pierre et on exploitait les ressources disponibles aux alentours. Le paysage autour de Grandolina consistait en des pâturages ouverts, des zones boisées et des cours d'eau proches. La faune était abondante. Cerfs, bovidés, sangliers et autres animaux fournissaient de la viande de forme régulière. Ce n'était pas un environnement de pénurie. Homo antecessor n'était pas une population improvisée ni fragile. Ils marchèrent debout, se déplaçaient avec efficience et fabriquaient des outils de pierre simples mais fonctionnels. Ils connaissaient l'anatomie des animaux qu'ils chassaient et savaient exactement par où couper pour séparer les muscles, désarticuler les membres et accéder aux organes les plus nutritifs. Cette connaissance ne se limitait pas à la faune. Quand les restes humains arrivaient à l'intérieur de Grandolina, ils n'arrivaient pas comme des corps complets, ni comme des individus protégés par le groupe. Ils arrivaient comme matière première. Le processus qui suivait ne différait pas de celui appliqué aux proies animales. Les corps étaient manipulés alors qu'ils étaient encore frais. Il n'y avait pas d'attente.
Il n'y avait pas de détérioration préalable. Le dépeçage commençait immédiatement. Les marques de coupe révèlent une séquence précise. D'abord, la séparation de la tête. Après, un travail intensif sur le crâne et le visage. Les coupes sur la base crânienne et autour de la mâchoire indiquent une manipulation soigneuse destinée à accéder au tissu mou et au contenu crânien. Ce ne sont pas des coups chaotiques. Ce sont des actions répétées et réalisées avec contrôle. Les extrémités se traitaient de la même manière. Les os longs se fracturaient longitudinalement alors qu'ils conservaient encore de la graisse et du collagène. L'objectif était clair, extraire la moelle. Les articulations s'ouvraient suivant des patrons anatomiques connus. Les vertèbres se séparaient. Il n'y a pas de signe d'improvisation ni de violence désordonnée. Il y a de la technique. Le profil des victimes n'est pas aléatoire. La majorité des restes appartiennent à des enfants et adolescents, individus jeunes, avec des corps plus petits et moins résistants. Cette sélection ne peut pas s'expliquer par des processus naturels ni par la prédation animale. Elle ne correspond pas non plus à un accident collectif. C'est un choix. Les chercheurs écartent un cannibalisme impulsé par la faim. La faune présente dans le gisement démontre qu'il y avait de l'aliment suffisant. Il n'y a pas non plus d'indice d'un rituel funéraire. Les corps n'ont pas reçu un traitement symbolique ni différencié. Il n'y a pas de soins post-mortem. Il n'y a pas de séparation entre l'humain et l'animal. La répétition du même patron à différents moments au sein du niveau TD6 confirme qu'il ne s'est pas agi d'un épisode isolé. Cette pratique s'est maintenue dans le temps. Elle faisait partie de la dynamique sociale de ceux qui occupèrent le gisement. Les corps humains s'incorporaient au système de consommation du groupe. On ignore comment se produisait la capture. Le registre fossile ne conserve pas de scènes, seulement des résultats. Mais les os permettent d'affirmer qu'il y eut un avant et un après, que les individus ne sont pas morts de forme naturelle en ce lieu, qu'ils sont arrivés là pour être traités. À Grandolina, il y a presque 800 000 ans, certains des premiers humains d'Europe n'ont pas été enterrés ni protégés par les leurs. Ils furent démembrés, consommés et abandonnés comme des restes. Sans symbole, sans tombe, sans distinction entre la proie et le parent. L'histoire ne se conserve pas en mots ni en objets rituels. Elle se conserve en coupes précises, fractures intentionnées et os brisés quand ils étaient encore frais. Évidence directe que, à ce moment-là de la préhistoire, la violence entre humains n'existait pas seulement, mais qu'elle était intégrée dans la façon de vivre et de survivre. Les morts documentés tout au long de cette séquence ne représentent pas des épisodes exceptionnels, ni des anomalies au sein de l'histoire humaine précoce. Elles sont le résultat direct d'une condition prolongée. Exister dans un environnement où le corps humain ne contrôlait pas encore l'espace qu'il habitait, ni les risques qui l'entouraient. Durant une grande partie de la préhistoire, la survie dépendait d'un équilibre fragile entre l'adaptation physique, le comportement collectif et la résistance aux dommages. Dans ces phases, la différence entre continuer ou disparaître était minimale. La maladie, la prédation, le conflit et l'accident naturel agissaient de forme constante, sans hiérarchie ni intention. Le registre fossile ne conserve pas de décision ni de contexte complet, seulement les effets finaux de ces processus. Lésions non guéries, corps fragmentés et accumulations anormales de restes sont l'empreinte directe de dynamiques qui ont opéré sans témoin et sans récit. Avec le temps, les espèces humaines ont modifié leurs relations avec l'environnement. Elles ont augmenté leurs capacités techniques, élargi leurs réseaux sociaux et réduit certains risques immédiats. Mais cette transformation n'a pas éliminé l'exposition, elle l'a déplacée. La pression n'a jamais disparu, elle a changé de forme et de scénario. Les individus dont les morts sont restés fixés dans la pierre ne représentent pas des tragédies isolées, mais des points spécifiques au sein de cycles plus larges. Cycles dans lesquels la vie humaine a avancé sans garantie, accumulant de l'expérience au prix de corps perdus. Avant la stabilité, il y eut la fragilité. Avant le contrôle, l'adaptation forcée. Et avant n'importe quelle mémoire écrite, l'histoire humaine était déjà marquée par des fins abruptes, enregistrées uniquement dans l'os et le sédiment. C'est là le cadre auquel appartiennent ces morts. Non comme des avertissements ni des symboles, mais comme des preuves directes de ce que signifiait exister quand la marge pour la survie était minimale et que l'environnement n'offrait pas de secondes opportunités.